Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 18 novembre 2025 et notre frère Matthew Ho est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Salut Nima, content de toi. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Matt, commençons par le cas Epstein. Donald Trump a été très hésitant à publier les dossiers, et certaines personnes affirment que s'ils avaient eu quelque chose contre Donald Trump, ils les auraient rendus publics lorsqu'il était candidat. Tu vois ce que je veux dire, non? Après tout, en observant le comportement de Trump, chaque fois qu'il s'exprime et attaque, c'est toujours contre les démocrates, jamais contre lui-même ou les républicains. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Trump pour qu'il soit aussi hésitant? Il semble qu'ils vont publier les documents dont tu viens de parler avant que nous ne commencions l'émission. Qu'est-ce qui se passe, selon toi? Je pense qu'un accord a été conclu. Des arrangements ont été faits. Les conditions ont été créées pour que le nom de Donald Trump n'apparaisse pas dans ces documents, ou pour que tout document contenant son nom ne soit d'une manière ou d'une autre pas inclus dans la publication. N'est-ce pas? Je veux dire, je pense qu'il a été arrangé d'une certaine façon pour qu'il soit protégé. Nous verrons bien. Mais cela expliquerait le revirement. Son taux d'approbation a chuté, et tout le reste, on pourrait dire que cela y est pour quelque chose. Son taux d'approbation a baissé, je crois, d'environ 5 points au cours du dernier mois. Beaucoup de gens le tiennent pour responsable de la fermeture du gouvernement, l'économie ne se porte pas bien, et, excusez-moi, il y a simplement une lassitude générale face aux manières de Donald Trump, à ses actions, à ses grands discours. Mais je pense que l'essentiel, c'est qu'un accord a probablement été conclu pour s'assurer que Donald Trump serait protégé, que son nom ne ferait pas partie de tout cela, qu'il ne serait pas inclus dans le lot qui va être rendu public. Peut-être aussi qu'on lui a dit « Écoute, oui, ton nom y figure, mais ce n'est pas très grave. Tout le monde sait que tu étais ami avec lui et il n'y a rien là-dedans qui montre que tu as fait quelque chose de mal. On sait, par exemple, que tu lui as envoyé un croquis d'une femme nue sur une carte, c'est tout. À part ça, tu apparais juste comme quelqu'un qui traînait avec lui. Mais non, aucune preuve de faute, Donald. » Mais nous avons Clinton. Nous avons Clinton sur le Lolita Express avec Larry Summers et vous savez, etc., etc. Donc peut-être qu'il y a de ça. Peut-être que l'estimation est que les dégâts pour les démocrates seront bien pires que pour les républicains. Est-ce que cela affectera les démocrates? Hillary Clinton ne se présentera plus à la présidence. Bill Clinton non plus. Certainement pas. La plupart des démocrates ne savent même pas qui sont Larry Summers ou certaines de ces autres personnes, donc cela n'a aucune importance. Peut-être que c'est aussi cette estimation-là. Donc, vous savez, ça semble arriver à un point critique. Et à la Chambre, juste avant que nous commencions à parler ici, une seule personne a voté contre. Le vote était de 425 ou 427, quelque chose comme ça, contre un. John Thune, le chef de la majorité au Sénat, dit qu'ils vont le faire tout de suite. Peut-être même aujourd'hui, le Sénat l'adoptera, et alors Donald Trump le signera immédiatement. Alors, peut-être que nous commencerons à voir certains de ces documents dès demain matin. Je ne sais pas combien de temps le processus prendra, mais nous verrons bien. Je veux dire, je pense qu'il y a eu une certaine estimation de la part de la Maison-Blanche la semaine dernière, où tous ces éléments se sont combinés pour dire « Écoutez, c'est la chose politiquement juste pour nous ou la chose politiquement avantageuse à faire. Aller de l'avant et permettre au Parti républicain de le faire. » Parce que c'est ce qui explique le vote, vous voyez? Le fait que seulement 4 républicains aient accepté de le soumettre, que le président de la Chambre ait tout fait pour s'assurer que cela ne soit pas soumis au vote. Et maintenant, ils ont tous voté pour.
Je veux dire, il y a seulement quelques jours, on estimait que 30, 40, 50 ou 60 républicains pourraient ne pas voter pour, pas l'ensemble du caucus. Donc nous verrons bien. Je veux dire, nous verrons s'il y a quelque chose derrière tout ça qui pourrait aggraver la situation pour les démocrates. Parce que je pense, pour reprendre ton point de tout à l'heure, pourquoi cela n'a-t-il pas été révélé plus tôt à propos de Trump? S'il l'a fait, et que c'est censé être une grosse affaire, pourquoi ne s'en sont-ils pas servis en 2020 ou même en 2024? Je pense qu'il y a une sorte de destruction mutuelle assurée dans tout ça, que tout ce qui sera divulgué nuira aux deux camps, donc ils évitent de se faire du tort. Nous n'allons pas utiliser cela contre les républicains, et les républicains ne veulent pas l'utiliser contre les démocrates, parce que nos gens sont impliqués aussi. Donc je veux dire, peut-être que nous aurons des réponses d'ici demain ou la fin de la semaine. Voici ce que le frère d'Epstein a dit à propos des dossiers. La raison pour laquelle ils vont publier ces documents et la raison de ce revirement, c'est qu'ils nettoient les dossiers. Il y a un site à Winchester, en Virginie, où ils effacent les fichiers pour retirer les noms républicains. C'est ce qu'une source assez fiable m'a dit. Voilà, ça a du sens. Je ne serais pas surpris de voir tous ces paragraphes caviardés. Tu sais, il n'y a rien là-dedans. Tu regardes juste en te demandant où sont les informations. Je pense que c'est ce qui va ressortir. Mais parfois, vous savez, souvent, on regarde des documents avec des passages caviardés et on peut quand même deviner de quoi il s'agit. Pas lire physiquement à travers, bien sûr, mais grâce au contexte, on sait de qui il est question, n'est-ce pas? À partir des informations que l'on tire des phrases avant et après, ou simplement de l'ensemble du document, on peut comprendre qui est décrit ou qui a été masqué. Donc peut-être que cela se produira. Mais oui, je pense que l'affaire Epstein est un bon exemple de la réalité de la politique. C'est ce sur quoi l'électorat, le public, se nourrit. C'est ce sur quoi les membres du Congrès, les sénateurs, les gouverneurs et les assemblées législatives des États à travers le pays vivent et meurent. Ce sont ces histoires, ces récits sensationnels. Je ne veux pas les dénigrer, car je pense qu'il y a une vérité bien plus grande dans l'affaire Epstein. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un homme riche qui s'en sort, etc., etc. C'est une histoire sur la corruption généralisée aux États-Unis. Ce n'est pas spécifiquement à propos de la pédophilie, si l'on veut. C'est une histoire plus vaste sur les élites et sur la façon dont les règles ne s'appliquent pas à elles. Comment il s'agit d'une grande classe dirigeante qui profite de sa richesse, de ses privilèges et de son statut pour faire ce qu'elle veut, tandis que le reste du public, tandis que nous devons suivre les règles. Et je pense que c'est cela qui pousse les gens à s'y identifier autant. Oui, il y a des aspects sensationnels à ce sujet. C'est, tu sais, son côté sordide, les célébrités impliquées, les aspects liés au sexe, tout cela. Bien sûr, ça fait une excellente mini-série sur Netflix. Cependant, il y a ici des vérités plus profondes sur notre société. C'est ce genre de choses. C'est pour cela que nos ancêtres avaient des mythes, n'est-ce pas? Si l'on remonte et qu'on regarde les anciens récits d'il y a 2 ou 3 000 ans, qu'ils se trouvent dans la Bible, dans les écrits des Grecs ou ailleurs, ils révèlent des vérités essentielles sur qui nous sommes, sur ce qu'est réellement notre société, sur qui nous sommes, en fin de compte, en tant que peuple, vraiment et profondément. Et je pense que c'est pour cela que ce sujet résonne autant chez tant de gens, au-delà de tous ces aspects sensationnels. Matt, comment as-tu trouvé la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la force internationale à Gaza
et le soi-disant plan de Donald Trump pour une force internationale là-bas. Comment cela va-t-il affecter la vie des habitants de Gaza? Des personnes qui subissent une pression énorme avec le génocide et la destruction. Comment cela va-t-il influencer leur vie? C'est un nouveau, enfin je ne veux pas dire un nouveau chapitre, c'est une nouvelle partie, n'est-ce pas? Donc comme lorsque vous lisez un livre, c'est un peu comme la troisième ou la quatrième partie qui a commencé il y a des centaines d'années pour le peuple palestinien. Et c'est une nouvelle ère, c'est la colonisation sous une nouvelle forme. Ce n'est plus une seule entité soutenue par l'Occident. Ce n'est plus Israël colonisant la Palestine comme une colonie utile pour l'Occident, pour les Européens et les Américains. C'est en réalité l'Occident lui-même qui colonise Gaza. C'est essentiellement l'Empire qui dit « cela est allé trop loin et maintenant nous allons en prendre le contrôle ». Certes, cela sert les intérêts d'Israël, mais cela sert aussi les intérêts plus larges de l'Occident, qui ont commencé il y a 100 ans avec la déclaration Balfour. Ce que nous voyons ici est essentiellement la même chose que le mandat britannique, sauf il s'agit maintenant d'un mandat américain. Hier, les Nations Unies ont joué le rôle qu'elles avaient après la Première Guerre mondiale, lorsque le Moyen-Orient a été divisé et réparti entre la France et la Grande-Bretagne. Dans ce cas, ce sont les États-Unis qui prennent le contrôle de Gaza. C'est une humiliation supplémentaire pour les Palestiniens. Je pense que c'est clair, et je n'aime pas le dire, que Dieu m'en garde. C'est une indication évidente que la résistance palestinienne a été vaincue dans ce cas. Cela ne veut pas dire qu'elle a été vaincue dans sa totalité, mais c'est une défaite dans le sens de ce qu'elle cherchait à accomplir au cours des dernières années avec le déluge d'Al-Aqsa, n'est-ce pas? Je veux dire, cette campagne à Gaza visait à bouleverser le statu quo de l'occupation sous laquelle les Palestiniens vivent depuis des décennies. On peut voir que cette stratégie a échoué, car désormais, il n'y a plus une occupation israélienne. Il y a une occupation internationale. Et comme je l'ai dit, cela revient à exécuter les volontés d'Israël. Je pense que l'un des pires aspects de cette situation est quelque chose dont on ne parle pas assez, et que cela sépare effectivement Gaza de la Cisjordanie. Cela retire en fait Gaza de l'ensemble que constitue la Palestine. Ainsi, l'idée d'un État palestinien devient une réalisation bien plus complexe et bien plus lointaine, car Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est seront placées dans des cases distinctes. Elles auront leurs propres critères, leurs propres mesures. Il y aura des cases séparées à cocher pour eux, n'est-ce pas, afin d'accéder à la reconnaissance d'un État. Et nous savons que cette promesse d'un État est une farce. Nous savons que c'est quelque chose d'impossible à atteindre. Mais c'est ce qui permet à tous ces États à travers le monde qui, au cours des 2 dernières années, ont tapé du poing sur la table et crié au génocide, de dire maintenant, bon, retour à la normale. Nous n'avons pas vraiment besoin de, vous voyez, cela donne une couverture aux États qui étaient censés être solidaires, qui ont tous voté pour soutenir la création d'un État palestinien à l'ONU, la couverture dont ils ont besoin. Cela dit, d'accord, il y a une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui trace une voie vers la création d'un État. C'est suffisant pour nous. Nous pouvons dire que nous avons fait notre part, que nous agissons de bonne foi, n'est-ce pas, pendant qu'ils tournent le dos aux Palestiniens. Vous savez, les gens ont lu la déclaration publiée par le Hamas dimanche à propos du vote imminent du Conseil de sécurité, qui s'adressait spécifiquement à l'Algérie et lui demandait essentiellement de rester fidèle à ses principes, de rester fidèle à son passé révolutionnaire, de rester fidèle en tant que pays à la liberté face à l'occupation, en raison de ce que les Algériens eux-mêmes ont vécu, de ne pas tourner le dos aux Palestiniens.
Et qu'ont fait les Algériens? Ils ont tourné le dos aux Palestiniens. Je veux dire, au cours des dernières années, alors qu'un génocide est en train de se produire, et que ces nations manifestent, s'expriment, et dans certains cas, adoptent des politiques et des actions principalement symboliques, au moment décisif où une résolution doit être adoptée, voilà le résultat. Et ce que l'on a, en réalité, c'est une Gaza colonisée sous l'Empire américain, sous l'empereur américain, Donald Trump. Ils veulent déployer 20 000 soldats à Gaza d'ici janvier 2026. Ils parlent de l'Égypte, de l'Indonésie, de la Turquie, vous voyez le genre. Et Netanyahou a dit que la Turquie ne pouvait pas en faire partie. Alors comment cela avance-t-il? Je ne sais pas s'ils vont remplacer la Turquie par quelqu'un d'autre, par un autre pays. Comment cela se passe-t-il? Voyez-vous une quelconque différence entre Israël et la Turquie en ce moment précis, avec ce qui se passe à Gaza? Je ne parle pas de la Syrie. Nous savons qu'il s'y passe beaucoup de choses. Mais qu'en est-il de Gaza? Je peux comprendre les Israéliens et même être d'accord avec eux, mais ils considèrent certainement la Turquie comme leur plus grand concurrent. N'est-ce pas? Ils voient la Turquie comme la nation dont ils doivent le plus se méfier. Et vous l'avez vu au cours de l'année écoulée. Je ne sais pas si cela s'est réellement produit, mais il y a eu un projet de loi à la Knesset visant à créer un comité pour étudier ce qu'Israël doit faire pour se préparer à une guerre avec la Turquie. Bien sûr, vous venez de mentionner la Syrie et le Liban. Mais l'idée que les Turcs sunnites puissent s'allier aux Palestiniens sunnites est quelque chose que d'emblée les Israéliens rejettent. Non, nous ne voulons pas de cela. Les ambitions de la Turquie ont évolué. Il ne s'agit plus seulement d'être un leader ou une puissance régionale, mais à terme, une puissance mondiale. Les Turcs ont cette aspiration. Un grande gueule, comme Erdogan. D'accord, on peut lever les yeux au ciel et s'attendre à ce qu'il ne fasse rien, mais il va avoir 10-20 000 soldats à notre frontière. Et ils vont se rapprocher des Palestiniens. D'après tout ce qu'ils ont dit, d'après les sentiments de la population turque, d'après la façon dont les rapports de force se dessinent ici. Et la Turquie est notre rivale. Nous ne voulons pas d'eux là-bas. Donc, on peut comprendre que les Israéliens, d'un point de vue géopolitique, disent non, la Turquie ne sera pas incluse là-dedans. Les autres nations qui ont été mentionnées, comme l'Indonésie, le Pakistan, les Émiratis se sont déjà retirés. Je crois que la Malaisie en faisait aussi partie. Mais ces autres nations, arabes et musulmanes. Ah, je pense que tu parles de l'Azerbaïdjan qui en fait partie. L'Azerbaïdjan en était un autre. Oui, c'est exact, ce qui poserait problème pour les Israéliens, car les Azerbaïdjanais sont alignés avec les Turcs. Une coopération très étroite, notamment dans les domaines militaires et du renseignement, n'est-ce pas? Donc vous savez, le problème pour ces autres pays avec lesquels Israël semble être en bons termes, c'est qu'ils ne s'engagent pas à désarmer le Hamas. Ils ont dit, écoutez, nous irons là-bas pour maintenir la paix. Nous serons là en tant que force de maintien de la paix. Mais nous n'irons pas là-bas pour essayer de retirer les armes du Hamas. Nous n'irons pas là-bas pour combattre la résistance palestinienne. Ce qui arriverait pourtant. Le Hamas a déclaré qu'il ne renoncerait définitivement à ses armes que lorsqu'il existerait une véritable voie vers la création d'un État. En somme, seulement lorsqu'il n'aurait plus besoin de ses armes. Et ces armes sont essentielles à la résistance palestinienne. Les Palestiniens, bien sûr, ont en vertu du droit international et aussi, je dirais, du droit naturel, le droit de résister à l'occupation. Donc si vous leur retirez ces armes, ce à quoi on revient sans cesse, c'est l'humiliation ici, l'humiliation du peuple palestinien. Les priver de leur capacité à résister est, je pense, une humiliation qui irait trop loin. Quant à cette force internationale de stabilisation, d'après tout ce que nous en voyons, nous obtenons un peu plus de détails avec cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU
mais cela reste encore assez vague. L'idée serait qu'ils entrent dans la partie de Gaza non contrôlée par Israël et qu'ils écrasent le Hamas, le djihad islamique palestinien et les autres groupes de résistance, qu'ils désarment les Palestiniens, puis qu'ils les surveillent. Je pense que ces autres nations disent « ce n'est pas pour cela que nous nous sommes engagés. Ce n'est pas quelque chose pour lequel nous nous engagerons. Nous sommes prêts à les aider à reconstruire leurs hôpitaux, leurs rues et à construire des immeubles d'habitation, etc. Mais nous n'irons pas là-bas pour faire cela. » Pourtant, c'est essentiellement un élément clé de cette force internationale de stabilisation, censée être une partie intégrante de l'ensemble du plan. Mais ensuite, des rapports ont circulé pendant le week-end selon lesquels l'administration Trump pourrait se passer de la force internationale de stabilisation. À ce moment-là, je pense qu'on en revient à cette idée que Gaza devient simplement un camp de concentration. Ce que je crois être, au fond, ce que les Israéliens veulent et probablement ce qui va se produire. Ainsi, environ 45% de Gaza ne seront pas occupés par les Israéliens. Et c'est là que 95% des Palestiniens devront désormais vivre. Et cette zone n'inclut pas les meilleures terres, les ressources en eau, les terres agricoles, etc. Ils seront piégés dans un camp de concentration essentiellement plus petit qu'avant. Et je pense que c'est ainsi que les choses vont se dérouler. Nous avons déjà vu les États-Unis dire qu'ils allaient commencer la reconstruction dans les zones contrôlées par Israël. Donc, cette idée de « Waouh, d'accord, voilà ce qui va se passer », les Palestiniens vont être coincés dans ces 45% de Gaza, les Israéliens vont contrôler les 55% restants qui se trouvent être les meilleures terres. Et vous dites que c'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Nous ne savons même pas vraiment quelles sont ces conditions. Mais je suis sûr que les Américains nous le diront plus tard. Mais nous allons commencer la reconstruction parce que les conditions ne sont pas réunies. Nous allons commencer la reconstruction dans la partie israélienne. Et donc, nous allons ériger les Trump Towers et le casino, et nous ferons venir les colons avec leurs caravanes, et ainsi de suite. Comme, oh wow, bon sang. Tout cela ressemble à une vaste mise en scène dès le départ. On dirait que la farce que nous disions tous en être une commence à se jouer, n'est-ce pas? Je veux dire, je pense que c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Et c'est ce que les Palestiniens savent. Et maintenant, ils en sont humiliés. Ils ont été abandonnés par le monde au cours de ce siècle. En somme, que peuvent-ils faire? Que va-t-il leur arriver? C'est un endroit vraiment, vraiment sombre où les Palestiniens en sont arrivés, surtout après les 2 dernières années de sacrifice. La stratégie a échoué, ou du moins, il semble pour l'instant qu'elle ait échoué. J'espère me tromper. Peut-être que quelque chose se produira qui changera cela. Mais il semble qu'ils soient dans une situation encore pire qu'il y a 2 ans. Ce qui en dit long, car ils étaient déjà dans une situation terrible il y a 2 ans, lorsqu'ils vivaient dans ce camp de concentration que nous appelons la bande de Gaza. Vous savez ce qui m'étonne le plus? On peut considérer le cas de Gaza et de la Cisjordanie, mais aussi aller au-delà, vers le sud du Liban, le sud de la Syrie, car toute la région est tellement interconnectée. Toutes ces zones sont liées à ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Et vous savez, juste hier soir, nous avons appris que les Israéliens attaquent le sud du Liban. Ils détruisent tout, bulldozers, engins lourds, dans le sud, en essayant de reconstruire la zone. Mais comment peuvent-ils instaurer une certaine forme de calme, un cessez-le-feu, une reconstruction de la région, sans aborder la question du sud de la Syrie et du sud du Liban? Parce que si quelque chose se produit sur ce front, cela aurait une énorme influence sur la situation à Gaza. Je ne vois pas comment cela pourrait être isolé des autres régions. Non, non.
Et certainement pour les Israéliens, tout est lié. Je veux dire, Benjamin Netanyahou peut le décrire comme une guerre sur 7 fronts, mais c'est lié de bien des façons. L'axe de la résistance est peut-être très affaibli, pratiquement brisé, mais vous savez, cela restait un axe. Et la raison pour laquelle c'en était un, c'est que l'agression d'Israël, ses ambitions dans la région, touchaient toutes ces nations. On ne peut pas, pour les Israéliens, avoir une politique en Cisjordanie sans avoir une politique à Gaza. Même si, disons, ils étaient divisés, même si les habitants de Gaza étaient différents de ceux de la Cisjordanie, et ce ne sont pas les mêmes personnes. Mais même si c'était le cas, on ne pourrait pas avoir l'une sans l'autre. Et il en va de même pour ton point concernant le Liban et la Syrie. On ne peut pas avoir une politique pour la Cisjordanie sans un moyen de contrôler ce qui se passe au Liban et en Syrie. C'est impossible. Je veux dire, ce sont essentiellement des efforts de soutien à ce qui sera l'annexion de la Cisjordanie. Donc quand on regarde ce qui se passe en Syrie et au Liban, qu'il s'agisse de la destruction de toute forme de résistance à Israël, comme le Hezbollah, ou de l'ancien gouvernement syrien, ou encore du gouvernement syrien actuel, le désir des Israéliens d'avoir des zones tampons contrôlées s'accorde très bien avec le souhait de nombreux sionistes d'un grand Israël. Ainsi, tant dans une vision plus séculière de la domination régionale que dans la vision biblique, ou quasi-biblique, du grand Israël, il existe cette idée selon laquelle nous devons contrôler ces zones, au Liban et en Syrie, afin de protéger nos flancs. Et lorsque nous intervenons en Cisjordanie, la plupart des problèmes en ce qui concerne le soutien reçu par les Palestiniens, logistique, financement, armes, personnel, etc., les rat lines, comme on les appelle souvent, proviendront de la Syrie et du Liban. C'est là que nous devons concentrer nos efforts, pour nous assurer que pendant que nous annexons la Cisjordanie et menons nos opérations sur place, les Palestiniens ne reçoivent aucun soutien, car nous pouvons faire confiance à notre ami le roi Hussein pour faire sa part en Jordanie. Nous savons que c'est là que cela va aller. Nous savons que les Jordaniens feront tout leur possible pour s'assurer que les Israéliens réussissent lorsqu'ils annexeront la Cisjordanie. C'est pourquoi ils n'ont pas à s'en inquiéter. Mais avec la Syrie et le Liban, ils l'ont fait. Et comme je l'ai dit, cela s'aligne également bien avec la vision sioniste du Grand Israël, car sur leur carte, le Grand Israël dépasse Beyrouth, inclut Damas et s'étend jusqu'à l'Euphrate, n'est-ce pas? Nous voyons des soldats israéliens avec ces écussons sur leurs épaules où il est écrit « du Nil à l'Euphrate ». Et vous savez, c'est la réalité. Allez aux frontières de l'Iran. Essentiellement, oui. Je veux dire, en gros, oui. À peu près, tu vois. Et tu sais, c'est pour ça que les Égyptiens doivent être très prudents et jouer leurs cartes correctement. Parce que, encore une fois, oui, ça va du Nil à l'Euphrate. Les Israéliens ont déjà lancé une guerre pour prendre le Sinaï. Ils le referont. En fait, je ne devrais pas dire ça. Ils l'ont fait plusieurs fois, non? Oui, ils l'ont fait. Ils ont pris Suez. C'était la guerre de 56, puis celle de 67. Donc ils le referont. Je ne pense pas que quiconque en doute. Donc oui, tout est lié. C'est ainsi que les Israéliens le voient. C'est ainsi que nous devrions le comprendre. Même l'Iran, le grand épouvantail, le pays dont Netanyahou met le monde en garde depuis 30 ans, disant qu'il faut le craindre, qu'il va détruire le monde entier, qu'il est maléfique, et ainsi de suite, reste secondaire pour les Israéliens lorsqu'il s'agit de la priorité d'obtenir la Cisjordanie. Gaza est secondaire par rapport à la Cisjordanie. Vous savez, c'est l'objectif, c'est le joyau, c'est Jérusalem. Vous savez, dans ce cas, c'est littéralement Jérusalem. Oui. Matt, en changeant de sujet vers le conflit en Ukraine, les Européens prennent de nouvelles
Des accords avec le gouvernement, avec l'administration Zelensky. Pendant ce temps, dans les médias grand public, principalement aux États-Unis, on essaie de dire que l'administration Zelensky est impliquée dans une corruption majeure en Ukraine. Mais d'un autre côté, les Européens concluent des accords avec Zelensky. Deux politiques différentes à l'égard de l'Ukraine. D'un côté, les États-Unis, semble-t-il, veulent que Zelensky soit écarté, tandis que les Européens ne le souhaitent pas. Alors, que se passe-t-il actuellement en Ukraine concernant la situation de Zelensky? Est-ce bien le cas? Les États-Unis ne sont-ils plus intéressés à ce que Zelensky reste au pouvoir en Ukraine? Cette administration n'a aucun lien avec Zelensky, comme l'avait l'administration Biden. Pour l'administration Biden et pour les Européens qui ont poursuivi dans cette voie, Zelensky était leur créature, ou leur création, si l'on veut. Il était leur Winston Churchill du XXe siècle. Il était leur Hamid Karzai, 20 ans plus tard. C'était cet homme sympathique, charismatique, proche du peuple, qui se dressait contre la tyrannie, n'est-ce pas? Qui se dressait contre l'autoritarisme, contre le grand régime dictatorial de Vladimir Poutine. De la même manière que Hamid Karzai avait été utilisé contre les talibans et Al-Qaïda, n'est-ce pas? Voici donc cet homme instruit, humble, bien habillé, car c'était toujours un point important à propos de Karzai, à quel point il était bien habillé. Je crois que Time Magazine ou quelqu'un a dit que c'était le dirigeant le mieux habillé du monde ou quelque chose comme ça. Complètement fou. Mais cette idée selon laquelle il faut avoir une personnalité, se mettre en scène, c'est ce que Zelensky a fait pour l'administration Biden et pour les Européens. L'administration Trump, elle, n'a aucun intérêt là-dedans. Trump n'a aucun lien ni affinité avec un type comme Zelensky, même si Zelensky est corrompu à souhait. Ce n'est pas le genre de corruption de Trump. Aujourd'hui, on a vu Trump assis à côté du prince héritier d'Arabie Saoudite. Les deux hommes souriant, riant, se tapant dans le dos, simplement heureux d'être en présence de quelqu'un qui leur ressemble tant. Zelensky n'est pas taillé dans le même tissu que Trump. Peut-être parce que Zelensky a été façonné par les Européens, tandis que pour Trump, il a été façonné par Biden. Alors, il semble faux ou artificiel aux yeux de Trump. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Peut-être que c'est simplement la façon dont Trump perçoit ces choses. Mais il est certain que les Européens veulent garder Zelensky, car il incarne leur identité politique. Ces dirigeants européens, ceux qui occupent des postes nationaux, peinent à s'accrocher alors que leur pays continue de se détériorer, avec des problèmes de logement et de santé, des inégalités salariales, des questions de qualité de vie, d'immigration. Tout y passe. Cette guerre contre la Russie est tout ce qu'ils ont pour se donner une sorte d'identité politique. Et bien sûr, pour l'UAPR, pour Ursula von der Leyen et Kaja Kallas, c'est le moyen d'y parvenir. La guerre en Ukraine est le véhicule qui permet de faire avancer l'Union européenne. C'est ainsi qu'ils peuvent réellement obtenir une armée européenne. Vous savez, je l'ai déjà dit, je suis sûr qu'Ursula von der Leyen s'endort chaque soir en rêvant d'être la première commandante en chef de l'armée de l'Union européenne. Donc vous voyez, Zelensky est important à cet égard. Le problème aussi, le problème pratique pour les Européens, c'est que si vous perdez Zelensky, qui obtenez-vous? Vous allez avoir quelqu'un que vous ne pourrez pas contrôler. Vous allez avoir quelqu'un de l'aile droite, un ultranationaliste. Vous allez avoir quelqu'un qui, comme diraient les proches de Zelensky, se sent légitime, mais pas de la même manière. Ces ultranationalistes arriveraient en s'attendant à ce que l'Europe soit à leurs pieds. Vous savez, Zelensky est prêt à aller se démener pour obtenir ce dont il a besoin. Mais si l'un de ces ultranationalistes de droite arrive au pouvoir, l'extrême droite, cela n'arrivera pas. Et ce sera quelqu'un que vous ne pourrez pas contrôler.
Je pense donc que perdre Zelensky est une très grande crainte pour les Européens, pour ces deux raisons. Je ne sais pas si tu as vu Kaja Kallas s'exprimer, en parlant du fait que Ursula von der Leyen veut concentrer tout le pouvoir entre ses propres mains. Tu sais, on dirait qu'il y a des divergences qui se creusent entre Ursula von der Leyen et Kaja Kallas. Oui, les mégalomanes n'aiment pas partager le pouvoir. Mais l'Europe est tellement... La semaine dernière, tu te souviens, nous avons parlé du fait que la France s'inquiète de la reconstruction militaire de l'Allemagne. Il me semble qu'à mesure que les États-Unis perdent en quelque sorte leur intérêt pour l'Europe, celle-ci ne peut pas rester unie si les États-Unis ne sont pas là pour la maintenir ensemble. Je pense que c'est une très bonne remarque, Nima, n'est-ce pas? Avant, quand vous étiez de simples vassaux d'un empire classique, c'était l'empire qui commandait. Les Américains étaient aux commandes. Tout le monde savait que si vous deviez prendre une décision qui affectait les Américains d'une manière ou d'une autre, il fallait décrocher le téléphone et appeler Washington, D.C. Il y a une excellente série danoise sur une première ministre, Borgen, et on voit cela tout au long de la série. Quelque chose survient impliquant les Américains, et ils doivent appeler l'ambassade américaine ou Washington. Vous voyez, cette reconnaissance de la hiérarchie. Si l'Amérique s'en va, ou si elle accorde plus de liberté, si elle relâche un peu la laisse, pour ainsi dire, elle leur donne plus de marge. Alors, qui est aux commandes? Je pense que tout comme dans les occupations traditionnelles ou les empires coloniaux, où il y a réellement une force d'occupation, quand celle-ci s'en va, il y a un vide. Choisissez votre exemple dans l'histoire, que ce soit l'Inde, la Yougoslavie, la chute et la dissolution de l'Union soviétique. Prenez l'exemple que vous voulez. Ils sont tous là, vous voyez? Donc je pense que c'est ce que nous voyons ici. Ces nations européennes commencent à se rendre compte que les Américains ne vont plus être un empire au-dessus d'elles comme ils l'étaient autrefois, et qu'elles vont devoir construire leur propre hiérarchie au sein de l'URA. Qui sera au sommet? Je pense que c'est ce que nous observons. Qui sera en tête? Penses-tu qu'au final, le Royaume-Uni va être le plus... Enfin, ils ne font pas partie de l'Union européenne, mais on sait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je ne sais pas quel est leur levier, parce que, quoi qu'ils proposent, ils peuvent convaincre l'Allemagne et la France avec leur politique en Ukraine, parce que ce sont eux qui mènent la danse. Le principal acteur en Ukraine, à mon avis, c'est le Royaume-Uni. Oui, exactement. Ils ne font pas partie de l'Union européenne, mais ils ont beaucoup d'influence sur l'Allemagne. Et tu te souviens, quand cette guerre a commencé, on parlait de la Pologne et des politiques polonaises, du gouvernement polonais et de ses politiques envers la Russie et l'Ukraine. Mais ils ne sont plus vraiment présents. Oui, Eh bien, je pense que, tout d'abord, tous ces pays d'Europe, en particulier les plus grands, aucun d'entre eux ne met en place des politiques qui vont réellement les placer en tête de l'Europe. Ils adoptent tous des politiques qui ne feront que les entraîner davantage dans la détérioration. Ils sont tous prêts à accepter une dette massive pour financer une guerre par procuration. Ils sont tous prêts à accepter une dette massive pour renforcer encore leurs armées. Voilà. Au lieu de s'occuper de leur population, ils ont cette conception ou cette croyance, comme tant de dirigeants mondiaux. Et assis ici aux États-Unis, je jetterai aussi cette pierre à travers cette vitre. Mais beaucoup ont cette croyance que le pouvoir et la force viennent de l'action extérieure, que l'on est une nation forte parce qu'on est capable de déployer une armée à l'étranger et de mener une guerre. Et c'est cela qui te rend fort. En réalité, comme l'histoire le montre,
ce n'est pas cela qui te rend fort. C'est en fin de compte ce qui te rend faible. C'est en fin de compte ce qui conduit à ta défaite et à ta chute. Tu peux connaître une bonne période pendant un certain temps, mais tôt ou tard, tu vas te surestimer. Et parce que tu investis là-dedans, et non dans ton peuple, ni dans ton infrastructure, ni dans ton industrie, et ainsi de suite, tu vas devenir faible. Parce que la force d'une nation vient de son peuple, n'est-ce pas? Et la force du peuple vient de ce que lui, sa société et son gouvernement investissent en eux-mêmes. Exactement. Donc, que ce soit l'éducation, les infrastructures, la santé, tu vois, toutes ces choses-là. Et donc, vous regardez la manière dont les Européens mettent en œuvre leur politique, puis la manie, la folie qui imprègne les dirigeants européens à travers le continent. Vous savez, les gens ont probablement vu, ou peut-être vu la semaine dernière, qu'il y avait des parlementaires norvégiens qui voulaient utiliser le fonds souverain de la Norvège pour garantir de manière indépendante le prêt de 160 milliards de dollars de l'UKR à l'Ukraine. Ce qui est si insensé là-dedans, c'est que, encore une fois, il s'agit d'un prêt européen. La Norvège ne fait même pas partie de l'Union européenne. Et vous aviez des parlementaires norvégiens tellement fiévreux de militarisme, tellement animés par la perspective de la guerre, qu'ils veulent utiliser la richesse souveraine de la Norvège. Ce qui fait de la Norvège, Rememberland, l'un des meilleurs endroits où vivre au monde. Ils veulent retirer cela au peuple norvégien et le donner à lui-même, encore une fois, même si la Norvège n'est pas membre de lui-même, afin de continuer à financer la guerre par procuration ingagnable en Ukraine. Je veux dire, la maladie, la folie. Je cherche le mot juste pour décrire à quel point tout cela est horrible. Les gens suivent peut-être aussi toute cette discussion sur l'UMR qui accorde ce grand prêt, encore une fois, un prêt de 160 milliards de dollars à l'Ukraine pour financer l'Ukraine, car elle ne pourra pas se financer elle-même. Elle a besoin d'environ 150 milliards au cours de l'année prochaine et ne peut en fournir que moins de la moitié. Sinon, le pays va faire faillite. Et ce n'est pas seulement pour les opérations militaires, c'est pour garder les lampadaires allumés, pour payer les retraites. C'est pour maintenir le pays en fonctionnement. Si vous ne faites pas cela, que risquez-vous alors? Peu importe un effondrement militaire, car vous allez connaître un effondrement politique et économique qui fera s'écrouler ce château de cartes. Mais la folie à travers l'Europe, où von der Leyen dit ensuite aux Belges, parce que l'idée est qu'ils vont obtenir ce prêt de 160 milliards de dollars en utilisant les avoirs russes gelés, dont la plupart se trouvent en Belgique, notamment dans une banque dont nous connaissons tous le nom, Euroclear, n'est-ce pas? Nous connaissons tous ce nom maintenant. Ainsi, von der Leyen écrit ce week-end une lettre à divers dirigeants européens, y compris aux Belges, leur disant en substance de ne pas s'inquiéter des accords existants. Ne vous inquiétez pas du droit international. Rompez simplement votre contrat avec les Russes et nous vous soutiendrons. Encore une fois, ce sont des gens qui ne cessent de prêcher l'état de droit. Les mêmes qui s'agitent dès que Jake Sullivan ou Tony Blinken parlent de l'ordre fondé sur des règles. Et voilà que von der Leyen dit aux Belges d'enfreindre la loi. Prenez simplement cet argent à la Russie. Volez-le, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est le genre de choses. Quand on décortique tout cela et qu'on en voit les détails, c'est tout simplement incroyable, Nima. C'est insensé. Il y a cette conviction chez les Européens que la Russie va perdre la guerre. Restons donc sur ce sujet du prêt et sur cette idée que la Russie va perdre la guerre. Et puis après avoir perdu la guerre, ce prêt sera remboursé grâce aux réparations russes. N'est-ce pas? C'est complètement insensé. Mais c'est la politique de l'UMR. C'est ainsi qu'il parle de ce prêt. C'est sur cette hypothèse qu'il se base. Et ce n'est pas seulement l'ULSMRM. C'est comme seulement Zamero, c'est aussi le Fonds monétaire international. Parce que ce sur quoi il travaille également, et je vous jure que c'est vrai,
c'est que l'UE et le FMI partagent une hypothèse directrice lorsqu'ils discutent de la manière de soutenir l'Ukraine, de la financer, d'éviter son effondrement, de lui obtenir 160 milliards de dollars sur les 2 prochaines années. L'une de leurs hypothèses est que d'ici 2026, la Russie aura arrêté la guerre, en partant du principe qu'elle aura été vaincue, n'est-ce pas? Mais c'est ce que ces gens croient réellement. Soit ils sont tellement perdus, leur perception de la réalité est tellement fissurée. Ce sont, comme les appelait C. Wright Mills, les réalistes fêlés, n'est-ce pas? Soit ils sont tellement déconnectés de la réalité qu'ils pensent vraiment que l'Ukraine a gagné la guerre. Soit ils sont tellement corrompus, avides, maniaques, qu'ils sont prêts à mentir à ce sujet pour obtenir ce qu'ils veulent maintenant, c'est-à-dire plus d'argent pour leur guerre par procuration. Et voilà l'état de l'Europe. Et dans une large mesure, c'était aussi l'état des démocrates à la même époque l'année dernière. Je ne dis pas que les démocrates sont pires que l'administration Trump, car nous savons tous que cette administration a elle aussi ses propres sujets d'inquiétude. En fait, aujourd'hui, nous avons entendu le ministre russe des Finances. Il a déclaré qu'il préparait des mesures similaires en cas de confiscation des avoirs russes. Quand ils en parlent de cette manière, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Tout d'abord, il est clair que s'emparer d'actifs de cette manière est illégal. La Cour internationale de justice s'est déjà prononcée à ce sujet. Il existe des traités, des contrats, en somme, des accords entre Euroclear et les Russes, qui rendent une telle action illégale, n'est-ce pas? Ce serait criminel, ce serait du vol. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les Européens avancent toutes sortes de raisonnements fallacieux. Vous savez, quand on lit leur argumentation pour expliquer pourquoi ce ne serait pas illégal, on a l'impression d'entendre quelque chose que Donald Trump dirait, pour être honnête. Mais au-delà du fait que ce soit illégal et que les Belges soient exposés à ce risque, il y a aussi la réalité que, selon eux, les Russes possèdent à peu près autant d'actifs européens que les Européens en ont en Russie. Alors pourquoi prendre un tel risque? Vous voyez? Les Européens, eh bien, c'est pas trop ce qu'ils ont en tête. Disons que les Russes ne possèdent que la moitié de ce que les Européens ont. On parle quand même de 150 milliards de dollars d'actifs. Les Européens affirment détenir 300 milliards d'actifs russes. Pourquoi prendriez-vous ce risque? Vous voyez? Mais c'est encore une fois la folie, la cupidité, la soif de sang, la vanité de ces gens en Europe. Ils préfèrent tout faire pour maintenir cette guerre par procuration impossible à gagner, parce que c'est ce qui leur convient le mieux sur le moment. Plutôt que de risquer non seulement de perdre cette guerre, mais aussi de perdre 150 milliards ou 300 milliards, ou peu importe les actifs européens que contrôlent les Russes. C'est une folie absolue. C'est complètement insensé. Vous savez, nous avons une autre forme de folie avec Donald Trump, mais c'était la même folie du côté de l'administration Biden. Oui. La semaine dernière, nous avons appris, je crois qu'on en a parlé, que Marco Rubio a déclaré que les sanctions ne fonctionnaient pas et qu'il n'y avait plus rien à faire contre la Russie. Puis, il y a 2 jours, Donald Trump a dit qu'il était totalement d'accord pour de nouvelles sanctions contre la Russie. Le seul problème, c'est qu'il a proposé d'ajouter l'Iran à la liste et de leur imposer des sanctions, mais il n'a aucun problème avec celles contre la Russie. Pourquoi est-il comme ça? Parce que si j'étais en Russie, si je me mettais à la place des Russes et que je regardais ce qui se passe avec l'administration Trump, Donald Trump dit une chose et Rubio dit autre chose. Pourquoi ne le formule-t-il pas comme Rubio en parlait, en disant que les sanctions ne fonctionnent pas? Quel est l'intérêt d'ajouter encore des sanctions contre la Russie? Et comment voyez-vous le rôle de Donald Trump dans tout cela? C'est assez étonnant de voir comment il s'éloigne de Marjorie Taylor Greene,
Thomas Massie et de ces gens-là pour se rapprocher de Lindsey Graham, qui semble être l'architecte de ces nouvelles sanctions contre la Russie? Eh bien, la réalité, c'est que les personnes que Trump a placées autour de lui au gouvernement ressemblent bien plus à Lindsey Graham qu'à Thomas Massie. Trump s'est entouré de néoconservateurs, que ce soit Rubio, Hegseth, Scott Bessent ou Mike Waltz, qui est maintenant à l'ONU. Souvenez-vous, il était le conseiller à la sécurité nationale de Trump, et ainsi de suite. On pourrait dire que J.D. Vance est plus proche de Thomas Massie que de Lindsey Graham, même si je ne veux pas mettre Vance dans la même catégorie que Massie, car je ne crois pas que Massie aurait jamais quoi que ce soit à voir avec Palantir, n'est-ce pas? Et avec l'état de surveillance, ainsi que la Silicon Valley et toute la corruption qui en découle. Mais je pense que pour Donald Trump aussi, une grande partie de tout cela est personnelle. Dans quelle mesure s'agit-il de cette idée selon laquelle nous allons appliquer les tarifs de 500% ou les sanctions de Lindsey Graham contre ces pays parce que Trump est contrarié par Vladimir Poutine? Chaque fois que Trump aborde ce sujet, il doit s'excuser de ne pas avoir conclu l'accord. Il avait dit qu'il le ferait dès le premier jour, ou quelque chose comme ça. En l'écoutant aujourd'hui avec MBS, il parle toujours du fait qu'il a conclu 7 ou 8 accords de paix au cours des 10 derniers mois, ou peu importe. Et il doit toujours s'excuser. Comme, je pensais que j'allais régler la question de l'Ukraine et de la Russie beaucoup plus tôt, mais cela a pris plus de temps que je ne le pensais. C'est comme s'il devait toujours s'excuser. Et dans quelle mesure cela vient-il simplement de sa colère à ce sujet? Il est donc prêt à écouter ceux qui proposent les options les plus fermes, les plus violentes, les plus vindicatives, les plus puissantes. Il veut que ce soit réglé. C'est une partie du problème, tu sais. Si tu as un esprit un peu complotiste, tu pourrais dire que Trump est acheté par ceux qui parient à la baisse sur l'Empire américain. Qu'en agissant ainsi, il ne fait qu'accélérer, qu'accroître la chute de la domination économique, monétaire et financière des États-Unis dans le monde. Je veux dire, remonte 80 ans en arrière à ce que les États-Unis ont connu après la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, avec Bretton Woods, nous avons écrit l'ordre financier du monde. Nous avons écrit son ordre économique. Nous avons établi l'ordre monétaire mondial à notre avantage. Et nous voilà maintenant, 80 ans plus tard, avec un pays qui semble tout simplement jeter tout cela par la fenêtre. Et maintenant, Donald Trump semble faire tout ce qu'il peut pour accélérer, pour précipiter la recherche par les nations du monde d'alternatives aux Américains, n'est-ce pas? On regarde cela et on se dit, pourquoi ne le ferait-elle pas? Oui, je sais que les BRICS ne développent pas techniquement une alternative au dollar américain et que leurs transactions sont toutes internes, et ainsi de suite. Et que la fin de la suprématie du dollar ou du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale est encore loin. Vous savez, surtout parce que les BRICS ne semblent pas vouloir accomplir cela pour le moment. Mais en regardant la situation, vous dites, pourquoi ne changerait-il pas d'avis? Pourquoi, lors de la prochaine réunion des BRICS l'année prochaine, ne dirait-il pas, très bien, maintenant, nous allons créer notre propre monnaie pour concurrencer le dollar américain, n'est-ce pas? Pas seulement quelque chose utilisé pour les transactions internes entre les membres des BRICS. Parce qu'en observant cela, vous vous dites, waouh, ils peuvent nous le faire. Les Américains peuvent le faire à n'importe qui. Ces sanctions, qui sont des violations du droit international, soit dit en passant, sapent également ce qu'il reste d'ordre international, d'institutions internationales. Je veux dire, c'est le glas des Nations Unies, semblable au système de Bretton Woods. Mais le système onusien continue de résonner de plus en plus fort.
Et vous savez, il y a différentes causes ou raisons, et certaines sont les mêmes, mais cela se produit. Alors on regarde cela et on se demande pourquoi. Si cela réussit, si ces tarifs sont effectivement mis en place, ou même les tarifs américains les plus récents sur les entreprises russes de combustibles fossiles, qui obligent les Russes à vendre leur pétrole à un prix fortement réduit. Cela pourrait avoir un effet sur la Russie. Cela pourrait alors signifier que les Russes essayent de mettre fin à la guerre plus tôt qu'ils ne l'auraient fait autrement. Peut-être que si l'Inde réduit ses achats de pétrole russe, si les Chinois le font aussi, et certains signes laissent penser que cela pourrait être le cas. Nous en saurons plus à la fin du mois, lorsque ces mesures entreront en vigueur. Mais, vous savez, cela a bel et bien un effet. Pourquoi les Russes ne diraient-ils pas simplement « D'accord, il faut qu'on termine ces choses maintenant » ? Ou pourquoi les Russes, comme nous en parlions plus tôt, avec les Européens qui s'emparent de leurs avoirs gelés, ne diraient-ils pas « Très bien, nous ferons la même chose ». Pourquoi les Russes ne chercheraient-ils pas un moyen de riposter contre les Américains et les Européens pour leur compliquer la tâche à eux aussi? Vous voyez, c'est l'idiotie de tout cela. Ce refus de regarder 2, 3 ou 4 coups d'avance, ce refus de reconnaître que notre ennemi a son mot à dire, qu'il peut décider de la manière dont il va réagir face à nous. Ces gens à Washington, D.C., Nima, ils planifient toujours en ligne droite. Ils ne pensent pas 2, 3 ou 4 étapes à l'avance. Ils réfléchissent toujours à la manière dont chaque étape sera un succès et comment elle se terminera par une victoire ultime. Et bien sûr, pour les Américains, ils pensent très souvent en termes de victoire, comme s'il y avait une fin de l'histoire. Comme si, à un moment donné, ils imposeraient ces sanctions, qu'elles frapperaient l'économie russe si durement que l'économie russe en souffrirait, et puis, tu sais, etc., etc. Tout se terminerait avec, je ne sais pas, la personnalité russe préférée des États-Unis, qui que ce soit, assise sur la chaise de Poutine. Mais il n'y a ni réflexion, ni discussion. Il est hérétique de suggérer aux États-Unis que les choses pourraient ne pas se passer ainsi. Et je parle d'expérience. J'ai côtoyé ce genre de situation. Je l'ai vu. Je peux vous dire qu'en plus de 20 ans passés à être impliqué dans ce type d'activité, je n'ai vu qu'une seule équipe rouge honnête. Une seule. C'est tout. Je me souviens, en remontant plus loin, de la première fois où j'ai participé à un jeu de guerre en tant que sous-lieutenant. Je n'étais même pas lieutenant, j'étais sous-lieutenant. J'ai pris part à un jeu de guerre pour la Corée, et nous n'avions pas assez de ponts à construire. En gros, le plan de guerre américain pour la Corée, c'est qu'après l'attaque des Nord-Coréens, l'histoire se déroule toujours de la même manière. Le scénario des jeux de guerre américains est que les Nord-Coréens attaquent, puis les États-Unis et la Corée du Sud les repoussent. Les Américains envoient des renforts, puis nous avançons en Corée du Nord pour renverser le gouvernement nord-coréen. Donc, dans ce jeu de guerre, nous en sommes à la phase où nous avançons en Corée du Nord. C'est mon tout premier jeu de guerre en tant que sous-lieutenant, et je suis du côté nord-coréen. Alors que les Nord-Coréens font face à cette avancée américaine sur la péninsule, je dis, vous savez, en tant qu'ingénieur, nous allons faire sauter ce pont et ce pont, sachant combien de ponts les Américains devraient installer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils saupoudrent de poussière magique, comme on disait. Et tout à coup, les Américains ont tous ces autres ponts. C'est ainsi que fonctionne l'esprit américain. S'il y a des problèmes qui surgissent, eh bien ce sont des choses que soulignent des gens qui soit ne croient pas, soit ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Vous savez. Ou alors ils ne sont pas à bord, ils ne font pas partie de l'équipe, et ainsi de suite. Oui. Et c'est comme ça qu'on en arrive à cette situation où je pensais que la guerre entre la Russie et l'Ukraine devait être terminée à l'été 2022. Je pensais que l'économie russe devait s'être effondrée d'ici là.
La Russie n'était-elle pas censée être à court de missiles en mai 2022? Vous savez, et les gens y ont cru. Et c'est pour cela qu'un type comme moi ou beaucoup de mes collègues disent « Nous ne travaillons même pas à Washington. Nous ne vivons même pas à Washington, D.C. » Et quelqu'un comme vous serait bien sûr persona non grata également, tout comme, je dirais, la grande majorité des bonnes personnes qui nous regardent et nous écoutent en ce moment. Vous savez, d'une certaine manière, c'est vraiment effrayant pour de nombreux pays à travers le monde de voir ce qui se passe avec la Russie. Parce que la Russie, si l'on regarde le pays, produit tout ce dont elle a besoin pour survivre. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres pays. Et ils sont, à mon avis, très inquiets de ce qui se passe. C'est pourquoi ils se tournent vers les BRICS. Ils vont dans cette direction, parce qu'ils savent que si les États-Unis s'opposent à eux, comment pourraient-ils survivre à ce genre d'attaque? La pression économique et, vous savez, les guerres par procuration. Dans le cas de l'Inde, elle serait vulnérable si quelque chose de semblable à ce qui est arrivé à la Russie lui arrivait, car elle dépend beaucoup des importations et des connexions extérieures. Mais il n'y a vraiment pas d'autre choix pour l'Inde que de rejoindre et de renforcer encore davantage ses liens avec les pays des BRICS. Je pense que c'est l'avenir de l'Inde, par exemple. Eh bien, un exemple encore plus frappant de ce que tu dis là, Nima, concerne la Chine. Oui, bien sûr, la Russie a tout ce dont elle a besoin. Si cela sort du sol et que tu peux le vendre, en faire quelque chose, ou l'utiliser comme carburant, la Russie l'a, et elle en a en quantité énorme. Je veux dire, la Russie possède toutes les matières premières que tu peux imaginer, n'est-ce pas? Elle a aussi une histoire, ainsi qu'une forme de gouvernement qui permettent une organisation efficace. La Chine, c'est cela multiplié par 10. Elle dépend peut-être de certaines ressources, mais celles-là, elle peut se les procurer. Et elle possède aussi des ressources que personne d'autre ne détient. Et cela concerne particulièrement le traitement des terres rares et des métaux, qui, comme vous le savez, est soudainement devenu un sujet majeur pour beaucoup de gens au cours des derniers mois. Mais vous savez, c'est, je pense, cette idée d'autosuffisance chinoise et leur politique que nous comprenons comme, comment l'appelle-t-il déjà, une forteresse sans mur, ou une forteresse aux portes ouvertes. J'oublie comment cela se traduit exactement. Mais vous voyez, cette idée selon laquelle ils vont être essentiellement autosuffisants. Ils vont être une forteresse, mais ouverte. Ils commerceront avec le monde, mais ils se préoccupent avant tout d'eux-mêmes, en particulier de leur capacité à être autonomes, à pouvoir survivre par leurs propres moyens, sans dépendre des autres. Bien sûr, vous pouvez comprendre cela. Regardez ce qu'ils font en matière d'énergie renouvelable, n'est-ce pas? Vous savez, ils ont une compréhension du monde en mutation. Ils ont une compréhension, une appréciation et une conviction concernant le changement climatique, ce dont nous ne pouvons même pas parler ici, aux États-Unis, n'est-ce pas? Et ils agissent à ce sujet, en particulier en se positionnant comme le leader mondial pour vendre tout cela à tout le monde. Mais ce qu'il y a vraiment derrière tout cela, c'est leur volonté d'être autonome, leur désir de ne pas avoir à compter sur les autres, ni à dépendre d'eux, et de ne pas être vulnérables. Et les Américains, nous n'avons pas cela. Nous ne pouvons pas produire. Ce n'est pas tant que nous manquons de ressources, et ce n'est pas seulement parce que nous nous sommes désindustrialisés. Nous n'avons pas les usines de fabrication. Nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour le faire. Ce n'est pas seulement que nous avons une population que nous n'avons pas éduquée. Nous avons une population malade, obèse et qui ne peut pas travailler aussi efficacement que d'autres populations. Et ce n'est pas seulement que nous sommes, pour diverses raisons, une nation importatrice qui vit à crédit. Tout le monde vit bien au-dessus de ses moyens. Ainsi, pour payer quelqu'un afin qu'il fasse un travail,
cela coûte tellement cher ici aux États-Unis comparé à n'importe quel autre endroit. Alors, produire des choses, fabriquer des choses, comment ça va-t-il même fonctionner en termes de bilan et de compte de résultats? Comment ça va-t-il fonctionner? Mais il y a autre chose aussi. Nous sommes tellement capitalistes. Nous en sommes à un stade de financiarisation qui a permis aux entreprises non seulement de puiser dans les ressources de l'État, de la population et de la terre, mais aussi de se puiser elles-mêmes. Les entreprises américaines n'investissent même plus en elles-mêmes. Elles ne réinjectent pas d'argent dans leur main-d'œuvre. Elles n'investissent pas dans leurs installations. Ils n'investissent pas dans la recherche. Ils n'investissent pas dans les systèmes technologiques et ainsi de suite. Ils réinjectent l'argent dans leur... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Où que vous regardiez, quel que soit le secteur, la priorité de ces entreprises, ce sont les rachats d'actions et les dividendes. En réalité, les fabricants d'armes américains ont dépensé l'année dernière plus d'argent en rachat d'actions et en dividendes qu'ils n'en ont gagné en bénéfices. Ils ont même emprunté de l'argent pour payer leurs investisseurs. C'est cet état d'esprit qui règne dans les conseils d'administration des entreprises américaines. Et c'est pour cette raison, parce que Raytheon et Lockheed n'investissent pas leur argent dans des installations de production, que les États-Unis ne peuvent pas produire plus de 600 missiles Patriot par an, ni plus de quoi, 10 missiles THAAD par mois, ou peu importe. Ou encore, pourquoi, vous savez, nous ne pouvons pas construire de navires, de chars ou d'avions qui fonctionnent, sans même parler de la quantité ou du nombre dont nous avons besoin. Donc, je veux dire, les États-Unis, aussi creux, vides et superficiels qu'ils soient, je pense que c'est quelque chose que de plus en plus de pays dans le monde commencent vraiment à comprendre. Et cela aussi accélérera non seulement le déclin de l'Empire américain, mais aussi le mouvement vers des organisations comme les BRICS, comme vous en parliez. Ouais. Merci beaucoup, Matthew, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Thanks, Nima. Merci, Nima.